Ce soir-là, j'ai compris qu'une main levée sur une mère peut détruire bien plus qu'un visage. Elle peut briser une famille entière. Je m'appelle Clémence Girard. J'ai 79 ans et voici l'histoire que j'ai portée seule pendant des mois, avant que la vie ne rende justice à sa manière. Tout a commencé un samedi après-midi de juin, l'anniversaire de mon petit-fils, Mathis, qui fêtait ses 7 ans. J'avais préparé son gâteau préféré, un moelleux au chocolat avec des éclats de noisettes, comme je le faisais chaque année depuis sa naissance. Dans ma cuisine, ce matin-là, j'avais sorti la vieille boîte en fer blanc où je gardais mes ustensiles. Une boîte bleu nuit, offerte par ma mère dans les années 50. Elle m'accompagnait dans chaque recette, dans chaque fête. C'était ma façon de prolonger l'amour. Quand je suis arrivée chez mon fils Antoine, vers 15 heures, la maison était déjà pleine. Des ballons dorés flottaient dans le salon. Des enfants couraient partout. Sandrine, ma belle-fille, portait une robe ajustée rouge vif. Elle m'a regardée entrer avec ce sourire froid qu'elle avait perfectionné au fil des ans. Un sourire qui ne montait jamais jusqu'aux yeux. « Ah, Clémence, vous êtes enfin là. Pas belle maman. Pas Clémence avec tendresse. » Juste ce ton distant, comme si j'étais une invitée de seconde zone dans la vie de mon propre fils. J'ai posé le gâteau sur la table. Mathis a couru vers moi, ses petits bras autour de ma taille. « Mamie, tu as fait mon gâteau. » Je lui ai embrassé le front. Mon cœur s'est réchauffé. C'était pour lui que je venais, pour lui que j'acceptais cette froideur. Puis Sandrine s'est approchée. Elle a soulevé le film transparent qui couvrait le gâteau. Elle l'a observé comme on inspecte une pièce défectueuse. « Clémence, vous avez encore mis des noisettes. Je vous avais dit que Mathis était devenu allergique. » Mon sang s'est glacé. Jamais Antoine ne m'avait prévenu. Jamais. Sandrine, je ne savais pas. Antoine ne m'a rien. Bien sûr, vous ne savez jamais rien. Vous faites ce que vous voulez, comme toujours. Les conversations autour de nous se sont arrêtées. Les rires d'enfants aussi. Tout le monde nous regardait maintenant. Mon fils était debout près de la fenêtre, le téléphone à la main. Il a levé les yeux une seconde, puis les a baissés. J'ai essayé de rester calme. « Sandrine, je suis désolée. Je vais aller acheter un autre gâteau tout de suite. » Elle a ri. Un rire sec, méprisant. « Non, vous allez rester ici et assumer ce que vous avez fait. Vous voulez toujours tout contrôler, tout décider. Mais cette maison, c'est la mienne. Cette famille, c'est la mienne. » J'ai senti mes mains trembler. Autour de nous, les invités baissaient les yeux, gênés. Mon frère Édouard était là, ma belle-sœur, des amis proches. Personne n'osait intervenir. « Sandrine, s'il te plaît, on peut en parler plus tard. » Et c'est là que c'est arrivé. Elle a levé la main. La première gifle a claqué contre ma joue gauche. Un bruit sec, violent. Ma tête a basculé sur le côté. La deuxième a suivi immédiatement. Puis la troisième. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je suis restée debout, le visage en feu, les oreilles bourdonnantes. Le silence dans la pièce était assourdissant. J'ai cherché Antoine des yeux. Mon fils, mon unique enfant, celui que j'avais porté, élevé, protégé toute ma vie. Il était toujours près de la fenêtre. Il me regardait enfin. Mais il n'a rien dit. Pas un mot, pas un geste. Sandrine s'est redressée, le souffle court, les joues rouges. « Maintenant, vous allez partir. » J'ai ramassé mon sac. J'ai pris ma vieille boîte en fer blanc, posée près du gâteau. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli la laisser tomber. Mathis pleurait dans les bras de sa mère. Avant de franchir la porte, je me suis retournée une dernière fois. J'ai regardé mon fils. J'ai attendu. Juste un mot, juste un regard, rien. Je suis partie en silence, comme on quitte un lieu qu'on ne reconnaît plus. Dans ma voiture, j'ai posé les mains sur le volant. Mes joues brûlaient encore. Mais ce n'était rien comparé à la douleur dans ma poitrine. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai ouvert la boîte bleu nuit. À l'intérieur, sous les vieux fouets et les moules, il y avait une enveloppe jaunie, un document que j'avais rangé là des années plus tôt, en me disant que je n'en aurais jamais besoin. Je l'ai sorti, je l'ai relu, lentement, et j'ai compris que parfois, le silence n'est pas de la faiblesse. C'est une décision. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez ? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais vous lire. Il y a des souvenirs qui ne vieillissent jamais. Ils restent intacts, comme des photographies sous verre, protégées du temps. Quand j'ai rencontré mon mari, Philippe, j'avais 22 ans.
Lui en avait 27. C'était l'été 1968. Une époque où l'on croyait encore que l'amour pouvait tout réparer, même un monde qui tremblait. Nous nous sommes mariés l'année suivante, dans la petite église de Montmartre, où ma grand-mère avait elle-même dit oui, 50 ans plus tôt. Philippe était architecte. Moi, j'enseignais le français dans un lycée de banlieue. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions des projets. Et surtout, nous avions cette certitude tranquille que nous vieillirions ensemble. En 1973, Philippe a hérité d'un terrain de son oncle maternel. Un petit lopin perché sur une colline, à Saint-Cloud, avec vue sur la Seine. Il rêvait d'y construire notre maison. Pas une maison ordinaire, notre maison. Celle où nous élèverions nos enfants. Celle où nous recevrions nos amis. Celle où nous finirions nos jours, main dans la main. Il a dessiné les plans lui-même. Une bâtisse blanche, simple mais élégante, avec de grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière du matin. Un jardin à l'arrière, assez grand pour un potager et quelques rosiers. Une cuisine spacieuse où je pourrais cuisiner en regardant les arbres. La construction a duré 2 ans. Nous y avons mis toutes nos économies. Philippe travaillait sur les chantiers le jour, et le soir, il revenait dessiner, calculer, ajuster. Moi, je choisissais les couleurs, les rideaux, les petits détails qui transforment une maison en foyer. Quand nous avons emménagé, en 1975, j'étais enceinte de 4 mois. Antoine est né en janvier 1976, dans la chambre du premier étage, celle qui donnait sur le jardin. Je me souviens de la lumière ce matin-là, douce, dorée, comme si le ciel nous bénissait. Philippe a planté un cerisier le jour de la naissance d'Antoine, un arbre qui grandirait avec notre fils. Chaque printemps, nous le regardions fleurir, et c'était notre façon de mesurer le temps. Antoine a grandi dans cette maison. Il a fait ses premiers pas sur le parquet du salon. Il a appris à lire dans la bibliothèque que Philippe avait construite sous l'escalier. Il a passé des étés entiers à grimper dans le cerisier, les mains tachées de jus rouge. C'était une vie simple, mais c'était notre vie. En 1997, Philippe est tombé malade. Un cancer du poumon, foudroyant, impitoyable. En 6 mois, il n'était plus là. La maison est devenue trop grande, trop silencieuse. Mais je ne pouvais pas partir. Chaque mur, chaque pièce portait son empreinte. Le jardin, les fenêtres, la cuisine, tout était lui. Alors je suis restée. Antoine, lui, était déjà parti depuis longtemps. Ses études à Lyon, puis son travail à Paris, puis sa rencontre avec Sandrine. Il revenait de temps en temps, pour les fêtes, pour mon anniversaire. Mais ce n'était plus pareil. Quand il m'a présenté Sandrine, j'ai tout de suite senti quelque chose. Une froideur, une distance. Elle regardait la maison avec une expression étrange, comme si elle calculait déjà sa valeur. Après leur mariage, en 2003, ils se sont installés dans un appartement à Neuilly. Petit, moderne, impersonnel. Sandrine voulait tout contrôler. Les meubles, les couleurs, les invitations. Antoine ne disait rien. Il hochait la tête, souriant faiblement, comme s'il avait oublié comment dire non. Un jour, alors que Mathis avait 2 ans, Sandrine m'a demandé « Clémence, vous ne trouvez pas que cette maison est trop grande pour vous toute seule ?» Je lui ai répondu calmement « C'est ma maison, Sandrine. C'est ici que j'ai vécu avec Philippe. C'est ici qu'Antoine a grandi. » Elle a souri, ce sourire que je détestais déjà. « Bien sûr, je comprends. Mais vous savez, un jour, il faudra bien penser à l'avenir. » Je n'ai pas répondu, mais j'ai compris. Elle attendait, elle espérait. Elle avait déjà imaginé leur vie ici, dans ma maison. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Philippe et moi avions pris une décision, des années plus tôt. Une décision que nous avions scellée devant un notaire, en 1992. Cette maison m'appartenait, entièrement, à mon nom, et à mon nom seulement. Dans le document que j'avais rangé dans la boîte bleue nuit, il y avait une clause très simple. En cas de non-respect, de menace ou d'humiliation envers moi, je pouvais révoquer toute promesse de transmission future. Philippe m'avait dit, ce jour-là, en signant « Clémence, cette maison c'est toi, c'est nous. Personne ne pourra te l'enlever. Jamais. » Le soir des gifles, en relisant ce document, j'ai pensé à lui. J'ai pensé à ses mains, à sa voix, à sa façon de me protéger, même après sa mort. Et j'ai pris ma décision. Le lendemain matin, j'ai téléphoné à maître Renaud Lemoine, notre notaire de famille, un homme de 65 ans, rigoureux, intègre. Il connaissait notre histoire.
Il avait rédigé ce document avec Philippe. « Maître Lemoine, j'ai besoin de vous. » Il y a eu un silence au bout du fil. Puis il a dit, doucement, « Madame Girard, que s'est-il passé ?» Je lui ai tout raconté. Les gifles, le silence de mon fils, l'humiliation devant toute la famille. Quand j'ai terminé, il a soupiré longuement. « Madame Girard, vous savez ce que cela signifie ?»« Oui. »« Vous êtes certaine ?»« Oui. »« Très bien, je m'en occupe. » Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Il y a des vérités qu'on refuse de voir, parce que les accepter reviendrait à admettre qu'on s'est trompé. Sur les gens, sur l'amour, sur sa propre famille. Pendant des années, j'ai voulu croire que Sandrine finirait par m'accepter, que le temps adoucirait son regard, que la naissance de Mathis nous rapprocherait. Je me trompais. Les signes étaient là dès le début, mais je les ai ignorés, un à un, comme on détourne les yeux d'une vérité trop douloureuse. Le premier signe est apparu le jour de leur mariage, en 2003. La cérémonie avait lieu dans un château en Normandie, un endroit magnifique, coûteux, choisi entièrement par Sandrine. Elle avait organisé chaque détail avec une précision militaire. Les fleurs, les tables, le menu, la musique, tout devait être parfait. Moi, j'étais la mère du marié. On m'avait attribué une table au fond de la salle, près des cuisines, loin de la famille proche, loin d'Antoine. Quand je lui en ai parlé, le matin de la cérémonie, il a haussé les épaules. « Maman, c'est Sandrine qui a fait le plan de table. Tu sais comment elle est? Elle aime que tout soit organisé. »« Mais Antoine, je suis ta mère. Je sais, maman. Mais aujourd'hui, c'est son jour. Laisse-la être heureuse. » J'ai souri. J'ai dit que je comprenais. Mais dans ma poitrine, quelque chose s'est serré. Le deuxième signe est venu l'année suivante. Philippe était mort depuis 7 ans déjà, mais chaque année, le jour de son anniversaire, j'allais déposer des fleurs sur sa tombe. Antoine m'accompagnait toujours. C'était notre rituel, notre façon de le garder avec nous. Mais cette année-là, quand je l'ai appelé pour fixer l'heure, il a hésité. « Maman, Sandrine et moi, on a prévu un week-end en Bretagne. On part vendredi soir. Mais Antoine, c'est l'anniversaire de ton père. Je sais, mais on a déjà réservé l'hôtel. Sandrine a tout organisé. Tu ne peux pas décaler d'un jour ?» Il y a eu un long silence. « Maman, s'il te plaît, ne complique pas les choses. » J'y suis allée seule. Devant la tombe de Philippe, j'ai pleuré pour la première fois depuis des mois. Pas seulement parce qu'il me manquait, mais parce que j'avais l'impression de perdre Antoine aussi. Le troisième signe est arrivé avec la naissance de Mathis, en 2005. J'étais folle de joie. Mon premier petit-fils. J'avais tricoté des petits pulls, acheté des livres, préparé la chambre d'amis de ma maison pour leur visite. Mais Sandrine avait d'autres projets. « Clémence, je préfère que Mathis reste ici, dans son environnement. C'est important pour son développement. Mais je pensais qu'il pourrait venir passer quelques jours chez moi de temps en temps. Antoine adorait le jardin quand il était petit. Non, c'est trop loin. Et puis, il faut qu'il ait ses repères. Je voyais Mathis une fois par mois, parfois moins. Toujours chez eux, toujours sous le regard de Sandrine. Je n'avais pas le droit de le garder seul. Pas le droit de l'emmener au parc. Pas le droit de créer mes propres souvenirs avec lui. Antoine ne disait rien. Il se contentait de sourire, fatigué, résigné. Un jour, ma belle-sœur Marguerite m'a pris à part, après un déjeuner en famille. « Clémence, tu ne vois pas ce qu'elle est en train de faire? De quoi tu parles? Sandrine. Elle te pousse dehors. Petit à petit, elle veut qu'Antoine n'ait plus que elle dans sa vie. Mais non, Marguerite, tu exagères. Regarde-la. Regarde comment elle lui parle. Regarde comment il baisse les yeux. » J'ai regardé, et j'ai vu, mais je ne voulais pas y croire. Le quatrième signe, le plus douloureux, est venu 3 ans plus tard. Ma sœur Hélène est décédée brutalement d'une crise cardiaque. Nous étions très proches. Sa mort m'a dévastée. Le jour de l'enterrement, Antoine est arrivé seul. Où est Sandrine? Elle ne se sentait pas bien. Elle préfère rester avec Mathis. Mais Antoine, c'était ma sœur, ta tante. Je sais, maman. Mais elle ne se sentait vraiment pas bien. Après la cérémonie, alors que je pleurais dans les bras de mon frère Édouard, j'ai reçu un message de Sandrine. « Désolée pour ton deuil, Clémence. Bon courage. » 15 mots. Froid, impersonnel, comme un message automatique. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je me suis assise dans la cuisine. J'ai ouvert la boîte bleu nuit. J'ai regardé le document, encore une fois. Et je me suis demandé combien de temps je pourrais encore accepter tout cela.
Combien de temps avant de perdre complètement mon fils? Combien de temps avant de disparaître de sa vie, comme une ombre qu'on efface? Mais je ne faisais rien, parce que j'avais peur. Peur de créer un conflit, peur de perdre Antoine, peur de ne plus voir Mathis grandir. Alors je me taisais, je souriais, j'acceptais, jusqu'à ce samedi de juin, jusqu'aux 3 gifles, jusqu'au silence de mon fils. Ce jour-là, j'ai compris que le silence n'était plus de la patience, c'était de la lâcheté. Et j'ai décidé d'agir. Il y a un prix à payer pour chaque silence. Et moi, je l'ai payé pendant des années, en petites pièces d'humiliation et de solitude. Après l'enterrement de ma sœur Hélène, quelque chose s'est cassé en moi. Pas brutalement, mais comme une fissure qui s'agrandit, jour après jour, jusqu'à ce que tout s'effondre. Je voyais Mathis de moins en moins. Les fêtes de famille se réduisaient à des repas rapides, tendus, où Sandrine contrôlait chaque conversation. Antoine parlait peu. Il avait pris du poids. Ses épaules tombaient, ses yeux évitaient les miens. Un soir de novembre 2014, je l'ai appelé. J'avais besoin d'entendre sa voix, de savoir qu'il allait bien. « Maman, je ne peux pas parler longtemps. Sandrine m'attend. Antoine, tu ne viens plus me voir. Cela fait 2 mois. Je sais, maman. Mais le travail, et Mathis a beaucoup d'activités. Et moi, il y a eu un silence. Toi, quoi? Je suis seule, Antoine. Depuis que ton père est parti, je suis seule. Et toi, tu es tout ce qu'il me reste. » J'ai entendu un bruit en arrière-plan, une porte qui claque, puis la voix de Sandrine, lointaine mais claire. « Antoine, tu viens? On doit partir. Maman, je dois y aller. Je t'appelle bientôt. » Il a raccroché. Je suis restée assise dans le salon, le téléphone dans la main, les larmes coulant sur mes joues. Pour la première fois, j'ai eu l'impression d'être devenue invisible, comme si ma propre vie ne comptait plus. Les mois ont passé. Noël 2014. Le repas chez Antoine et Sandrine. J'avais apporté des cadeaux pour Mathis. Des livres, un puzzle, un petit pull que j'avais tricoté moi-même. Sandrine a ouvert les paquets avec lui. Elle a regardé le pull, l'a retourné entre ses mains, puis a dit, avec ce sourire pincé, « C'est original. Mais tu sais, Clémence, Mathis ne porte que du coton bio maintenant. Pour sa peau. C'est important. » Elle a reposé le pull sur la table, comme un objet inutile. Mathis, lui, regardait ailleurs. Il n'a même pas dit merci. Antoine mangeait en silence. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai jeté le pull dans un carton, avec tous les autres tricots que j'avais faits au fil des ans. Tous refusés, tous jugés insuffisants. En 2016, j'ai eu une alerte cardiaque. Rien de grave, mais assez pour me faire passer une nuit à l'hôpital. J'ai appelé Antoine depuis la chambre. « Antoine, je suis à l'hôpital Saint-Joseph. »« Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? »« Mon cœur. Mais les médecins disent que ça va. Je rentre demain. Tu veux que je vienne? Si tu peux. »« Oui. » Il est venu. Seul. 1 heure plus tard. Il est resté 20 minutes. Il a regardé son téléphone 3 fois. Puis il a dit « Maman, je dois rentrer. Sandrine a besoin de la voiture. »« Bien sûr. Vas-y. » Il m'a embrassé sur le front, rapidement. Puis il est parti. Cette nuit-là, dans cette chambre d'hôpital, j'ai compris quelque chose de terrible. Mon fils ne m'avait pas abandonné par méchanceté. Il m'avait abandonné par faiblesse, par lâcheté, par peur de déplaire à Sandrine. Et c'était pire, parce que cela signifiait qu'il avait choisi, entre elle et moi, entre sa femme et sa mère. Et il ne m'avait pas choisi. Les années suivantes, j'ai essayé de garder mes distances, de ne plus attendre, de ne plus espérer. Je m'occupais de mon jardin, je lisais, je voyais mes amis, je faisais du bénévolat à la paroisse. Mais chaque fois que le téléphone sonnait, mon cœur s'emballait. Chaque fois que je voyais une voiture ralentir devant chez moi, je me levais, pleine d'espoir. C'était rarement lui. En 2019, Sandrine a commencé à parler de la maison. De plus en plus souvent, de plus en plus clairement. Vous savez, Clémence, cette maison vaut une fortune maintenant. Avec le marché immobilier à Saint-Cloud, vous pourriez vendre et vous installer dans un petit appartement. Ce serait plus pratique pour vous. Je ne veux pas vendre, Sandrine. Mais vous ne pouvez pas rester seule ici indéfiniment. Un jour, il faudra bien... Un jour, oui, mais pas aujourd'hui. Elle a souri. Ce sourire froid, calculateur. Bien sûr, on verra. Mais je savais. Elle attendait. Elle espérait. Elle imaginait déjà leur vie ici, dans ma maison, dans notre maison. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Philippe m'avait protégée, même après sa mort.
même après toutes ces années. Le document dans la boîte bleu nuit était clair. La maison m'appartenait, et je pouvais en faire ce que je voulais. Mais je ne disais rien, parce que je croyais encore que les choses pourraient s'arranger, que Sandrine finirait par comprendre, que mon fils se réveillerait un jour. Je me trompais. Le jour des 3 gifles, j'ai compris que je m'étais trompée sur tout. Sur Sandrine, sur Antoine, sur moi-même. Et j'ai décidé que le silence avait assez duré. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Il y a des découvertes qui vous changent pour toujours. Qui vous obligent à voir les gens tels qu'ils sont vraiment, et non tels que vous vouliez qu'ils soient? Ma découverte à moi est arrivée 3 mois avant l'anniversaire de Mathis. Un après-midi de mars 2024. Antoine était passé me voir, seul, pour une fois. Il semblait fatigué, nerveux. Il buvait son café trop vite, regardait son téléphone sans arrêt. « Tu attends un appel important ?»« Non, non, c'est juste le travail. » Il est resté 1 heure. Nous avons parlé de tout et de rien. De Mathis, du jardin, de la pluie qui ne s'arrêtait pas. Puis il a dû partir. Il a attrapé sa veste, embrassé ma joue et il est sorti. 10 minutes plus tard, j'ai entendu la sonnette. J'ai ouvert. Antoine était sur le perron, l'air gêné. « Maman, j'ai oublié mon téléphone. »« Entre. Il doit être sur la table du salon. » Il est entré rapidement. Mais le téléphone n'était pas sur la table, ni sur le canapé, ni dans la cuisine. « Tu as regardé dans la salle de bain ?»« Oui. » Je reviens. Je l'ai entendu monter l'escalier, fouiller, redescendre. Et c'est là que je l'ai vu. Son téléphone, posé sur le rebord de la fenêtre, derrière le rideau. L'écran allumé. Je l'ai pris. J'allais l'appeler. Mais à ce moment précis, un message est apparu. Sandrine. Elle est partie? Mon cœur s'est arrêté. J'ai regardé vers l'escalier. Antoine était encore en haut. Je n'aurais pas dû. Je le savais. Mais mes doigts ont glissé sur l'écran. La conversation s'est ouverte. Et j'ai lu. Sandrine, 17 mars, 14h12. Tu es chez ta mère? Antoine, 17 mars, 14h14. Oui, mais pas longtemps. Sandrine, 17 mars, 14h15. Elle a encore parlé de la maison? Antoine, 17 mars, 14h16. Non, pas aujourd'hui. Sandrine, 17 mars, 14h18. Il faut qu'elle vende, Antoine. On en a besoin. Mathis grandit. On étouffe dans cet appartement. Antoine, 17 mars, 14h20. Je sais, mais elle ne veut pas en entendre parler. Sandrine, 17 mars, 14h22. Alors, force-la. C'est ta mère. Elle t'écoutera. Antoine, 17 mars, 14h24. Ce n'est pas si simple. Sandrine, 17 mars, 14h26. Si, c'est simple. Tu lui dis qu'elle est trop vieille pour vivre seule. Tu lui dis que c'est dangereux. Tu lui fais peur. Et elle vendra. J'ai senti mes mains trembler. Mon souffle s'est coupé. J'ai continué à descendre dans la conversation. Des jours plus tôt. Des semaines. Sandrine, 12 février. Ta mère devient un poids, Antoine. Elle appelle tout le temps. Elle veut tout contrôler. Antoine, 12 février. Elle est seule, Sandrine, depuis la mort de papa. Sandrine, 12 février. Ça fait 27 ans. Il est temps qu'elle tourne la page et qu'elle nous laisse vivre. Antoine, 12 février. Sandrine, 12 février. Tu ne dis rien parce que tu sais que j'ai raison. Plus bas encore, janvier. Sandrine, 5 janvier. On pourrait vendre la maison de ta mère et acheter quelque chose de plus grand. Avec le prix du mètre carré à Saint-Cloud, on pourrait s'installer dans le 16e. Mathis aurait un vrai jardin. Antoine, 5 janvier. La maison est à elle, Sandrine. Pas à moi. Sandrine, 5 janvier. Pour l'instant. Mais un jour, elle sera à toi. Et à nous. Antoine, 5 janvier. Sandrine, 5 janvier. Tu es trop gentil, Antoine. C'est ton problème. Tu laisses tout le monde te marcher dessus, même ta mère. J'ai fermé les yeux. Les larmes brûlaient mes paupières. J'ai entendu les pas d'Antoine dans l'escalier. Rapidement, j'ai reposé le téléphone exactement où je l'avais trouvé, derrière le rideau. Il est entré dans le salon, essoufflé. Je ne le trouve nulle part. Regarde derrière le rideau, près de la fenêtre. Il s'est approché. Il a attrapé le téléphone, soulagé. « Ah, merci maman. Je ne sais pas comment... » Il m'a regardé, et pendant une fraction de seconde, j'ai eu envie de lui dire « J'ai lu, j'ai tout lu, mais je me suis tue. » Il m'a embrassé rapidement et il est parti. Je suis restée debout dans le salon,
immobile, les mains vides. Pendant des jours, j'ai relu mentalement ses messages. Chaque mot, chaque phrase, chaque silence d'Antoine. Il ne m'avait pas défendu, pas une seule fois. Il avait laissé Sandrine m'insulter, me réduire à un obstacle, à un poids, et lui, il n'avait rien dit. Pire encore, il était d'accord avec elle. La maison, c'était cela qu'il voulait. Pas moi, pas ma présence, pas mon amour. Juste la maison. Le soir même, j'ai ouvert la boîte bleue nuit. J'ai relu le document. Les mots de Philippe résonnèrent dans ma tête, comme s'il me parlait depuis l'autre monde. Personne ne pourra te l'enlever. Jamais. J'ai pris ma décision ce soir-là. Mais je n'ai rien fait. Pas tout de suite. Je voulais leur laisser une dernière chance, une dernière occasion de me prouver que je comptais encore, que j'étais encore leur famille. L'anniversaire de Mathis, 3 mois plus tard, serait ce test. Je prierais, j'espérerais, je croirais. Et s'ils échouaient, alors j'agirais. Mais ils ont échoué. Les 3 gifles ont été leur réponse. Et moi, j'ai tenu ma promesse. Il y a un moment dans chaque histoire où tout bascule, où le mensonge devient trop lourd à porter, où la vérité, même douloureuse, devient la seule issue possible. Pour moi, ce moment est arrivé ce samedi de juin 2024, le jour de l'anniversaire de Mathis, le jour des 3 gifles. Je suis rentrée chez moi vers 17h, les joues en feu, le cœur brisé, les mains tremblantes. J'ai posé mes clés sur la console de l'entrée. J'ai regardé autour de moi. Cette maison, notre maison, celle que Philippe avait dessinée, celle où Antoine avait grandi, celle qui portait chaque rire, chaque repas, chaque moment de notre vie ensemble. Et j'ai compris qu'elle n'était plus à eux. Elle ne leur avait jamais appartenu. Ils voulaient les murs, le terrain, l'argent, mais ils ne voulaient pas l'âme de ce lieu. Ils ne voulaient pas Philippe. Ils ne voulaient pas moi. Je me suis assise dans la cuisine. J'ai ouvert la boîte bleue nuit. J'ai sorti le document. Et cette fois, je l'ai relu différemment. Pas avec tristesse, pas avec doute, avec clarté. Philippe avait tout prévu. Il savait que la vie pouvait devenir cruelle, que les gens pouvaient changer, que même l'amour d'un fils pouvait s'effacer sous l'influence d'une autre personne. Il m'avait protégée. Et maintenant, c'était à moi de me protéger. J'ai décroché le téléphone. J'ai composé le numéro de maître Renaud Lemoine. Il a répondu à la 3e sonnerie. Madame Girard. Sa voix était calme, posée, rassurante. Maître Lemoine, j'ai besoin de vous. Je vous écoute. Je lui ai raconté tout. Les messages que j'avais lus sur le téléphone d'Antoine, les années d'humiliation, les absences, le silence, et enfin, les 3 gifles, devant toute la famille, le silence de mon fils. Quand j'ai terminé, Maître Lemoine a poussé un long soupir. Madame Girard, je suis profondément désolé. Personne ne devrait vivre cela, surtout pas une mère. Maître, je veux activer la clause. Il y a eu un silence, puis sa voix s'est faite plus grave. Vous êtes certaine? Oui. Yann, vous savez ce que cela signifie? Votre belle-fille et votre fils habitent cette maison depuis 2022. 2 ans. Je leur ai prêté la maison quand leur appartement a été vendu. Je leur ai dit qu'ils pouvaient y vivre temporairement en attendant de trouver autre chose. Mais je n'ai jamais signé de bail, jamais donné mon accord pour une occupation permanente. Exactement. Juridiquement, ils sont occupants sans titre. Vous êtes en droit de demander leur départ. Alors, faites-le. Madame Girard, réfléchissez encore. C'est votre fils, votre petit-fils. Si vous faites cela, il se peut qu'il ne me pardonne jamais? Oui, j'ai regardé par la fenêtre. Le cerisier que Philippe avait planté le jour de la naissance d'Antoine. Ses branches lourdes de fruits rouges. Il était encore là, fidèle, enraciné. Maître Lemoine, ils m'ont déjà perdu. Ils l'ont choisi il y a longtemps. Très bien, je m'en occupe. Combien de temps? Je prépare la demande lundi. L'huissier peut intervenir mardi ou mercredi. Faites vite, s'il vous plaît. Comptez sur moi. J'ai raccroché. Ce soir-là, je n'ai pas dormi. J'ai pensé à Antoine, à ce petit garçon qui riait dans le jardin, qui grimpait dans le cerisier, qui se blottissait contre moi quand il avait peur de l'orage. Où était-il maintenant? Cet enfant que j'avais aimé plus que tout, avait-il disparu sous l'emprise de Sandrine? Ou avait-il simplement révélé ce qu'il était vraiment? Un homme faible, incapable de choisir, incapable d'aimer? Je ne savais plus. Le dimanche est passé lentement. Je n'ai pas quitté la maison. Je n'ai répondu à aucun appel.
Mon frère Édouard m'a laissé 3 messages. Je les ai écoutés, mais je n'ai pas rappelé. Je voulais être seule, avec Philippe, avec cette maison, avec ma décision. Le lundi matin, Maître Lemoine m'a envoyé un message. Demande déposée. Huissier prévu mercredi matin. Tenez bon. J'ai relu ce message plusieurs fois. Tenez bon. Oui, je tiendrai bon. Pour Philippe, pour moi, pour toutes ces années où j'avais courbé l'échine, avalé les humiliations, accepté l'inacceptable. Le mardi soir, j'ai reçu un appel. Antoine. Mon cœur a bondi. J'ai hésité. Puis j'ai décroché. Maman. Sa voix était tremblante, presque enfantine. Oui, Antoine. Maman, je voulais te dire, pour samedi, Sandrine était très stressée. L'anniversaire de Mathis, il y avait beaucoup de monde. Elle a eu un moment de... De quoi, Antoine? De panique. Elle ne voulait pas, elle ne pensait pas. Elle m'a giflé 3 fois, devant tout le monde. Et toi, tu n'as rien dit. Il y a eu un long silence. Maman, je ne savais pas quoi faire. Tu ne savais pas quoi faire? Je suis ta mère, Antoine. Je sais. Mais Sandrine, elle est comme ça. Quand elle est en colère, elle me frappe, et c'est normal pour toi? Non, non, ce n'est pas normal. Je lui ai parlé. Elle regrette. Oui, elle voulait t'appeler, mais elle avait peur que tu sois encore fâché. J'ai fermé les yeux. Les larmes coulaient silencieusement. Antoine, tu as choisi. Quoi? Tu as choisi. Entre elle et moi. Et tu ne m'as pas choisi. Maman, ce n'est pas si simple. Si, c'est exactement aussi simple que cela. J'ai raccroché. Je me suis assise dans le salon. J'ai attendu. Le lendemain matin, mercredi, un huissier allait frapper à leur porte, et leur monde allait s'effondrer. Comme le mien s'était effondré ce samedi de juin. La justice n'est pas toujours rapide, mais elle finit toujours par arriver. Il y a des moments qui changent le cours d'une vie, qui redistribuent les cartes, qui remettent chacun à sa place. Le mercredi matin, je me suis réveillée à 6 heures. Je n'avais presque pas dormi. Mon cœur battait vite, mes mains tremblaient légèrement. J'ai préparé du café. Je me suis assise près de la fenêtre de la cuisine. Le cerisier brillait sous la lumière du matin. Les oiseaux chantaient. Tout semblait paisible. Mais dans ma poitrine, c'était la tempête. Maître Lemoine m'avait prévenu. L'huissier passerait entre 9 heures et 10 heures. Il remettrait l'assignation en main propre. Une demande d'expulsion pour occupation sans titre. Délai légal. 30 jours pour quitter les lieux. 30 jours. 1 mois pour rassembler leurs affaires. Pour comprendre. Pour accepter que cette maison ne leur appartenait pas. Ne leur appartiendrait jamais. À 9h15, mon téléphone a sonné. Maître Lemoine. Madame Girard. C'est fait. L'huissier vient de remettre le document. J'ai fermé les yeux. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Comment ont-ils réagi? Votre belle-fille a ouvert la porte. Elle pensait que c'était un livreur. Quand l'huissier s'est présenté et lui a tendu l'enveloppe, elle a pâli. Elle a lu les premières lignes. Puis elle a essayé de refermer la porte. Mais l'huissier a insisté. Il a tout expliqué. La procédure, le délai, vos droits. Et Antoine? Il était derrière elle. Il a pris l'enveloppe. Il a lu, il est devenu blanc. Il a demandé « C'est ma mère qui fait ça ?» L'huissier a confirmé. Et ensuite, votre belle-fille, elle a crié. Elle a dit que c'était impossible, que vous n'aviez pas le droit, que cette maison était à eux. Elle a dit ça. Oui, l'huissier a répondu calmement que la maison était à votre nom, que vous n'aviez jamais signé de bail, que juridiquement, il n'avait aucun droit. J'ai senti quelque chose se briser en moi, mais ce n'était pas de la tristesse, c'était du soulagement. Merci, Maître Lemoine. Madame Girard, préparez-vous. Ils vont certainement essayer de vous contacter, peut-être même venir vous voir. Je sais, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je vous appellerai. J'ai raccroché. Pendant 1 heure, je suis restée assise, immobile, silencieuse, en paix. Puis, à 10h30, la sonnette a retenti. Mon cœur a bondi. J'ai regardé par la fenêtre, la voiture d'Antoine, garée en travers de l'allée. J'ai respiré profondément. J'ai ouvert la porte. Antoine était là, seul, le visage défait, les yeux rouges. Il tenait l'enveloppe dans ses mains. « Maman !» Sa voix tremblait. « Bonjour, Antoine. »« Maman, qu'est-ce que c'est que ça ?» Il a levé l'enveloppe comme une accusation. « Tu sais très bien ce que c'est. Une demande d'expulsion ? Sérieusement ? Oui,
Mais, maman, on vit dans cette maison. Mathis grandit ici. C'est notre maison. Non, Antoine, c'est ma maison. Il a reculé d'un pas, comme si je l'avais giflé. Mais, tu nous l'avais prêté? Tu avais dit... J'avais dit temporairement, en attendant que vous trouviez autre chose. Cela fait 2 ans, vous n'avez rien cherché. Parce qu'on pensait que je mourrais bientôt, que vous hériteriez? Il a ouvert la bouche. Aucun son n'est sorti. J'ai lu les messages, Antoine. Son visage est devenu livide. Quels messages? Ceux entre toi et Sandrine, sur ton téléphone, en mars. Tu te souviens? Tu l'avais oublié chez moi. Il a fermé les yeux. Ses épaules se sont affaissées. Maman, Tu l'as laissé m'insulter. Tu l'as laissé dire que j'étais un poids, que j'étais trop vieille, que tu devais me forcer à vendre. Maman, ce n'était pas... Et samedi, elle m'a giflé. 3 fois, devant tout le monde. Et toi, tu n'as rien dit, rien fait. Les larmes coulaient maintenant sur ses joues. Je ne savais pas quoi faire. Tu ne savais pas quoi faire? Je t'ai élevé seule après la mort de ton père. J'ai sacrifié ma vie pour que tu aies tout ce dont tu avais besoin. Et toi, tu ne savais pas quoi faire. Maman, s'il te plaît, on n'a nulle part où aller. Vous avez 30 jours, c'est plus que ce que vous m'avez donné. Quoi? Vous m'avez giflé. Vous m'avez chassé de la fête de mon propre petit-fils. Sans préavis, sans dignité, sans respect. Il est tombé à genoux, devant moi, sur le perron de cette maison que Philippe avait construite, que j'avais entretenue, que j'avais aimée. Maman, je t'en supplie, retire cette demande. On va changer. Sandrine va changer. Je te le promets. Je l'ai regardé, cet homme à genoux, mon fils, mon enfant, mais je ne reconnaissais plus rien de lui. Antoine, relève-toi. Pas avant que tu me promettes. Relève-toi. Il s'est relevé lentement, les joues mouillées, les mains tremblantes. Tu as 30 jours. Après cela, si vous êtes encore là, les forces de l'ordre interviendront. Maman, ne m'appelle plus comme ça. Tu as perdu ce droit samedi dernier. J'ai refermé la porte. Je l'ai entendu crier derrière, supplier, frapper contre le bois, puis, finalement, partir. Je me suis assise dans l'entrée, le dos contre la porte. Les larmes coulaient, mais ce n'était pas de la tristesse, c'était de la libération. Pour la première fois depuis des années, j'avais dit non. J'avais défendu ma dignité. J'avais refusé d'être une victime. Philippe aurait été fier. Il y a une force qu'on découvre quand on a tout perdu, quand on n'a plus rien à perdre, quand la seule chose qui reste, c'est soi-même. Les jours qui ont suivi la visite d'Antoine ont été étrangement paisibles. Je m'attendais à des appels, à des messages, à des supplications, mais rien n'est venu. Le silence, un silence différent de celui d'avant. Pas un silence de soumission, un silence de clarté. Le vendredi, mon frère Édouard est passé me voir. Il avait entendu parler de ce qui s'était passé. Ma belle-sœur Marguerite lui avait raconté. Les gifles, mon départ, et maintenant, la demande d'expulsion. Il s'est assis dans le salon. Il m'a regardé longuement. « Clémence, je suis fière de toi. » Ces mots m'ont surprise. « Fière? Oui, tu as fait ce que tu devais faire, ce que beaucoup de gens n'ont pas le courage de faire. Édouard, c'est mon fils. Non, c'était ton fils. Maintenant, c'est un homme qui a choisi quelqu'un d'autre, et tu as le droit de te protéger. » J'ai baissé les yeux. J'ai l'impression d'avoir échoué, comme mère. Clémence, écoute-moi. Tu n'as pas échoué. Tu as donné tout ce qu'une mère peut donner. L'amour, l'éducation, le sacrifice. Mais à un moment, les enfants font leurs propres choix. Et parfois, ces choix nous blessent. Ce n'est pas ta faute. Ces paroles m'ont fait du bien. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas coupable. Le dimanche suivant, j'ai reçu une lettre, une enveloppe blanche, sans nom d'expéditeur, juste mon adresse, écrite à la main. J'ai reconnu l'écriture. Sandrine. J'ai hésité, puis j'ai ouvert. Clémence, je ne pensais pas que les choses en arriveraient là. Je sais que j'ai été dure avec vous, peut-être trop, mais vous ne comprenez pas ce que c'est de vivre dans l'ombre de quelqu'un. Vous étiez toujours là, toujours présente, toujours en train de juger. Antoine vous aime, mais il m'aime aussi. Et je ne pouvais pas accepter de partager sa vie avec vous. Maintenant, vous nous mettez à la rue. Nous, votre fils, votre petit-fils. Vous pensez que c'est de la justice? Non, c'est de la cruauté. Mais je ne vous supplierai pas.
Si vous voulez cette maison plus que votre famille, alors gardez-la. Vivez-y seul, vieillissez seul, mourrez seul. Nous partirons. Et vous ne nous reverrez jamais. Sandrine. J'ai relu cette lettre 3 fois. Chaque mot était une accusation, chaque phrase, un reproche. Mais pour la première fois, cela ne m'atteignait plus. Parce que j'avais compris quelque chose. Sandrine ne m'avait jamais vue comme une personne, seulement comme un obstacle, quelque chose à contourner, à écarter, à éliminer. Et Antoine l'avait laissé faire. J'ai plié la lettre, je l'ai rangée dans la boîte bleu nuit, avec le document juridique, avec tous les souvenirs douloureux de ces dernières années. Puis j'ai refermé la boîte. C'était fini. Les jours ont passé. 10 jours, 15, 20. Je ne les ai pas revus. Je n'ai reçu aucun appel, aucun message. Le 28e jour, un camion de déménagement s'est garé devant la maison de Saint-Cloud. J'ai appris par Maître Lemoine qu'ils avaient trouvé un appartement à Boulogne-Billancourt. Plus petit, plus cher, mais ils n'avaient pas le choix. Le 30e jour, Maître Lemoine m'a appelé. « Madame Girard, ils sont partis. La maison est vide. Vous pouvez revenir quand vous voulez. » « Revenir ? Oui, c'est votre maison après tout. »« Non, Maître Lemoine. Non, je ne veux plus y vivre. Cette maison était pour Philippe et moi, pour notre famille. Mais cette famille n'existe plus. Alors, que voulez-vous faire ? » J'ai respiré profondément. « Je veux la vendre. » Il y a eu un silence. « Vous êtes sûr ? » « Oui, complètement. »« Très bien. Je m'occupe de tout. » 3 mois plus tard, la maison a été vendue. À une jeune famille. Un couple avec 2 enfants. Ils avaient les mêmes rêves que Philippe et moi, 50 ans plus tôt. Construire une vie, élever leurs enfants, vieillir ensemble. Quand j'ai signé les papiers, j'ai pleuré. Mais c'était des larmes de paix. Avec l'argent de la vente, j'ai acheté un petit appartement lumineux près du jardin du Luxembourg. 2 pièces. Un balcon avec vue sur les arbres. Assez pour moi. Pour mes livres. Pour mes souvenirs. J'ai donné une partie de l'argent à mon frère Édouard. Une autre partie à des associations qui aident les femmes victimes de violences. Parce que j'avais été une victime, moi aussi. Pas de coups répétés, mais d'humiliation, de mépris, de silence. Et avec ce qui restait, j'ai ouvert un compte d'épargne. Pour Mathis, pour ses études, pour son avenir. Même si je ne le verrais peut-être plus jamais, je voulais qu'il sache qu'une grand-mère l'avait aimé, qu'elle avait pensé à lui, jusqu'au bout. Un soir d'octobre, assise sur mon balcon, j'ai sorti la boîte bleu nuit. Je l'ai ouverte une dernière fois. Le document juridique, la lettre de Sandrine, les photos de Philippe, les souvenirs douloureux et beaux. Et j'ai compris que tout cela m'avait mené ici, à ce balcon, à cette paix, à cette vie nouvelle. J'avais perdu mon fils. Mais j'avais retrouvé ma dignité. Et c'était suffisant. Il y a une loi invisible dans l'univers, une loi que personne ne peut contourner. Ce que l'on donne, on le reçoit. Ce que l'on sème, on le récolte. Et parfois, la vie se charge elle-même de rendre justice. 2 ans ont passé depuis mon départ de la maison de Saint-Cloud. 2 années de paix, de silence, de reconstruction. Je vivais ma petite vie tranquille dans mon appartement près du Luxembourg. Je lisais, je me promenais. Je prenais le thé avec mes amis. J'avais rejoint un club de lecture. Je faisais du bénévolat à la paroisse. Ma vie était simple, mais elle était mienne. Je n'avais plus aucune nouvelle d'Antoine, ni de Sandrine, ni de Mathis. Parfois, la nuit, je pensais à mon petit-fils. Je me demandais s'il se souvenait de moi, de mes gâteaux, de mes histoires, de mes bras qui le serraient fort. Mais je ne cherchais pas à les contacter. J'avais fait mon deuil, j'avais tourné la page. Et puis, un matin de novembre 2026, mon frère Édouard m'a appelé. « Clémence, tu as des nouvelles d'Antoine ?»« Non. Pourquoi ? Marguerite l'a croisé hier, au supermarché. Elle dit qu'il avait l'air détruit. » « Détruit ? Oui, maigre, fatigué, les yeux cernés. Elle lui a demandé comment il allait. Il a à peine répondu. Mon cœur s'est serré malgré moi. Et Sandrine ? Il était seul. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel, un numéro inconnu. J'ai hésité. Puis j'ai décroché. « Allô ? Madame Girard ?» Une voix de femme. Jeune, professionnelle. « Oui, je suis docteur Moreau. Je vous appelle de l'hôpital Cochin. Votre fils, Antoine Girard, a été admis ce matin. Vous êtes noté comme contact d'urgence. » Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a fait un malaise, épuisement, dépression sévère. Il est stable maintenant, mais il demande à vous voir.
Moi? Oui. Il répète votre nom depuis qu'il a repris connaissance. J'ai fermé les yeux. Mon cœur battait si fort que j'avais du mal à respirer. Madame Girard? Vous êtes toujours là? Oui, j'arrive. 1 heure plus tard, j'étais dans le couloir de l'hôpital Cochin. 6e étage, chambre 317. J'ai frappé doucement. Personne n'a répondu. J'ai poussé la porte. Antoine était allongé dans le lit, pâle, amaigri, les traits tirés, une perfusion dans le bras. Il a tourné la tête vers moi. Ses yeux se sont remplis de larmes. « Maman !» Je me suis approchée lentement. Je me suis assise sur la chaise près du lit. « Bonjour Antoine. Tu es venu ?» Oui. Il a fermé les yeux. Les larmes ont coulé sur ses joues creuses. « Je suis désolée, maman. Je suis tellement désolée. Je n'ai rien dit. J'ai attendu. Sandrine, elle est partie. J'ai senti mon cœur se serrer. Quand? Il y a 6 mois. Elle a rencontré quelqu'un d'autre. Un homme plus riche, plus jeune. Elle a pris Mathis. Elle m'a quitté. Oh, Antoine! Elle m'a dit que j'étais faible, que j'étais un raté, que je ne serais jamais à la hauteur. Elle a demandé le divorce. Elle a obtenu la garde exclusive de Mathis. Je ne le vois qu'un week-end par mois. Sa voix se brisait. L'appartement à Boulogne. Je ne pouvais plus le payer. J'ai dû déménager. J'habite maintenant dans un studio à Montreuil. 25 mètres carrés. Il a ouvert les yeux. Il m'a regardé. J'ai tout perdu, maman. Ma femme, mon fils, ma maison, mon travail. Tout. Ton travail? Je ne dormais plus. Je ne mangeais plus. Je faisais des erreurs. Mon patron m'a licencié il y a 3 mois. Il s'est mis à pleurer. Comme un enfant. Comme le petit garçon qu'il avait été. J'ai pensé à toi tous les jours. À ce que je t'avais fait. À comment je t'avais abandonné. Et maintenant, je suis seule. Comme tu l'étais. J'ai posé ma main sur la sienne. Elle était froide, tremblante. Antoine, tu n'es pas seul. Il a relevé la tête, surpris. Quoi? Tu as fait des erreurs terribles. Tu m'as blessé plus profondément que tu ne pourras jamais l'imaginer. Mais tu es mon fils. Maman, après tout ce que je t'ai fait, tu me pardonnes? J'ai respiré profondément. Je ne sais pas encore si je peux tout pardonner. Mais je peux être là, maintenant. Il a serré ma main, fort, comme s'il avait peur que je disparaisse. 2 semaines plus tard, Antoine est sorti de l'hôpital. Il a commencé une thérapie. Il cherche un nouveau travail. Il essaie de reconstruire sa vie. Nous nous voyons 1 fois par semaine, pour un café, pour parler, pour penser les blessures. Ce n'est pas comme avant, ça ne le sera jamais. Mais c'est un début. Quant à Sandrine, j'ai appris par Édouard qu'elle vivait maintenant dans un appartement luxueux dans le 16e arrondissement, avec son nouveau compagnon, un homme d'affaires de 55 ans. Mais j'ai aussi appris autre chose. Mathis refuse de lui parler. Il est en colère. Il lui en veut d'avoir détruit sa famille, d'avoir éloigné son père, d'avoir tout sacrifié pour l'argent. Il a 9 ans maintenant, et il commence à comprendre. Un jour, peut-être, il voudra me voir, me connaître, savoir qui était cette grand-mère qu'on lui a enlevée. Et si ce jour arrive, je serai là. Parce que la vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Sandrine m'avait traité de vieille femme inutile, de poids, d'obstacle. Aujourd'hui, elle vit dans le luxe. Mais elle est seule. Son fils la rejette. Son nouveau compagnon, j'ai entendu dire, la traite avec le même mépris qu'elle me traitait. Et moi, qui suis partie avec ma dignité, je vis en paix. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Il y a des leçons qu'on n'apprend que dans la douleur, des vérités qu'on ne comprend qu'après avoir tout perdu, des forces qu'on ne découvre qu'au moment où l'on croyait être brisé. Aujourd'hui, j'ai 81 ans. Cela fait maintenant 3 ans que j'ai quitté la maison de Saint-Cloud. 3 ans que j'ai fermé la porte sur une vie qui n'était plus la mienne. Et je ne regrette rien. Chaque matin, je me réveille dans mon petit appartement près du Luxembourg. Je prépare mon café. Je m'assois sur mon balcon. Je regarde les arbres, les passants, la vie qui continue. Et je me sens libre. Libre de l'humiliation, libre du silence, libre de la peur de déplaire. Antoine et moi, nous nous voyons toujours. 1 fois par semaine, parfois 2. Il va mieux. Lentement. Il a trouvé un travail, pas aussi prestigieux qu'avant, mais un travail honnête. Il paie son loyer. Il reconstruit sa vie. Nous parlons. Vraiment. Pour la première fois depuis des années. Il m'a dit, il y a quelques mois, « Maman, j'ai compris quelque chose. Pendant toutes ces années avec Sandrine, je n'étais pas moi-même.
J'étais devenu quelqu'un d'autre, quelqu'un de faible, quelqu'un qui avait peur. Peur de quoi? Peur d'être seule, peur qu'elle parte. Alors je faisais tout ce qu'elle voulait, même quand c'était injuste, même quand ça te faisait du mal. Et maintenant, elle est partie quand même. Et je me retrouve avec toutes ces erreurs, toute cette honte. Je lui ai pris la main. Antoine, on ne peut pas changer le passé. On peut seulement choisir qui on veut devenir. Il a hoché la tête, les yeux brillants. Je veux devenir quelqu'un dont tu pourrais être fier. Tu l'es déjà, en faisant ce chemin, en acceptant tes erreurs. Il y a 2 mois, j'ai reçu une lettre, une enveloppe blanche. L'écriture était maladroite, enfantine. J'ai ouvert. Chère mamie Clémence, je m'appelle Mathis. Tu ne me connais peut-être plus. J'ai 11 ans maintenant. Papa m'a parlé de toi. Il m'a dit que tu faisais les meilleurs gâteaux au chocolat du monde. Il m'a dit que tu avais un grand cœur. Et que c'était lui qui avait fait des erreurs. Pas toi. Maman ne veut pas que je t'écrive, mais je le fais quand même, parce que j'ai besoin de savoir. Est-ce que tu m'aimes encore? Mathis. J'ai pleuré en lisant cette lettre. J'ai pleuré pendant 1 heure. Puis j'ai répondu. Mon cher Mathis, oui, je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Et je t'aimerai toujours. Peu importe le temps qui passe. Peu importe la distance. Si un jour tu veux me voir, ma porte sera toujours ouverte. Avec tout mon amour, ta mamie Clémence. Nous nous écrivons maintenant, 1 fois par mois. Il me raconte l'école, ses amis, ses lectures, ses rêves, et moi, je lui raconte des histoires, de son grand-père Philippe, du cerisier qu'il avait planté, des étés où son père grimpait dans les branches. Je ne sais pas si nous nous reverrons un jour, mais ces lettres suffisent. Elles me disent que je ne suis pas oubliée, que l'amour survit, même au silence, même à la distance. Ce matin, j'ai ouvert la boîte Bleu Nuit une dernière fois. J'ai regardé tout ce qu'elle contenait. Le document juridique, la lettre de Sandrine, les photos de Philippe, les souvenirs, et j'ai compris que cette boîte avait été ma force, mon armure, ma protection. Mais je n'en ai plus besoin. J'ai sorti les photos de Philippe. Je les ai encadrées. Je les ai accrochées dans mon salon. J'ai sorti le document juridique. Je l'ai déchiré, lentement, en petits morceaux, parce qu'il a fait son travail. Il m'a protégée. Mais maintenant, il appartient au passé. J'ai sorti la lettre de Sandrine, je l'ai relue une dernière fois, et je l'ai brûlée, dans un petit bol en céramique. J'ai regardé les mots disparaître dans les flammes, et j'ai senti quelque chose se libérer en moi. Le pardon, pas pour elle, pas vraiment, mais pour moi, pour me libérer du poids de la colère, de l'amertume, du ressentiment, parce que porter la haine, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre meure. Et moi, je veux vivre. Maintenant, la boîte Bleu Nuit ne contient plus que de beaux souvenirs. Des recettes, des lettres d'amour de Philippe, des photos de mon fils quand il était petit, les choses qui méritent d'être gardées. Si mon histoire peut servir à quelque chose, c'est ceci. Ne laissez personne voler votre dignité. Jamais. Même si c'est quelqu'un que vous aimez. Même si c'est votre propre famille. Parce qu'à la fin, la seule personne avec qui vous devez vivre, c'est vous-même. Et vous méritez de vous respecter. Je pense souvent à cette phrase que Philippe me disait. « Clémence, tu as un cœur immense, mais n'oublie jamais. Donner son cœur ne signifie pas se perdre soi-même. » Il avait raison. J'ai donné mon cœur. J'ai aimé. J'ai pardonné. J'ai tout sacrifié. Mais quand il a fallu choisir entre eux et moi, j'ai choisi ma dignité. Et c'était le bon choix. Aujourd'hui, je vis seule. Mais je ne suis pas seule. J'ai mes amis, mon frère, mon neveu et ma nièce, les bénévoles de la paroisse, les membres du club de lecture. J'ai mes promenades dans le jardin, mes livres, mon balcon. J'ai mes lettres avec Mathis, mes cafés avec Antoine. Et j'ai moi-même, entière, digne, libre. C'est peut-être cela, la vraie richesse. Non pas ce qu'on possède, mais ce qu'on refuse de perdre. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.